F.S. Patterson ne décolère pas, lui qui est d'une nature si calme à l'accoutumée. Il exprime nettement sa frustration devant le commandeur Jameson. Comment ça, ils ont réussi à s'échapper? Ils ont utilisé un parfum trompe chimère et on a perdu leurs traces. Débrouille-toi comme tu veux, mais il faut absolument le récupérer, tu m'entends? Il risque sa vie là-bas. Et nous ne sommes pas à l'abri d'un kidnapping et d'une rançon. Asara devient folle. Tu as des nouvelles des Anderson? La brigade est à leur trousse à Oban. Ils se sont enfuis? Oui, sans doute par bateau. Par bateau? Avec le bateau du pêcheur qui leur prête sa maison, un certain Macpherson. Nous avons découvert chez eux un labo secret. Des machines ont été désinstallées dans la hâte. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien trafiquer dans ce labo? Sans doute travaillait-il à un projet concurrent à celui de LifeTech. Apparemment, ils se sont largement servis en matériel dans le labo de la base d'Oban. Macpherson est leur complice. Les drones de surveillance viennent de le repérer et nous l'attendons pour le cueillir à son ponton. Il parlera, crois-moi. Toute cette histoire est invraisemblable. Pourquoi n'a-t-on pas pu repérer leur activité bien avant? À quoi servent ces bons à rien de la DMA? Les Anderson ont fait preuve de beaucoup d'intelligence et de ruse, c'est incontestable. Mais où ont-ils bien pu se rendre en bateau? Probablement qu'ils ont rejoint un endroit dans le No Man's Land, sur l'île du Sud, sans doute une secte transhumaniste. Mais ce que je sais, c'est que leur fuite a été précipitée par le comportement d'Esrim et de Sheva. Je pense qu'ils voulaient se rendre discrètement chez les Anderson et ensuite fuir avec eux vers le No Man's Land. Mais quelque chose a dysfonctionné dans leur plan, et ils se sont retrouvés à fuir précipitamment. En effet, c'est étrange. Je te tiens au courant, FS. La brigade et les drones vont facilement réussir à retrouver leurs traces. Ils ne pourront plus aller bien loin maintenant. Certes, mais tu n'as plus le droit à l'échec. Le commandeur reçoit cette injonction comme une vraie menace. Il sait qu'FS ne lui pardonnera pas une nouvelle déconvenue. Mon poste de commandant de la prestigieuse 2e brigade de chimères est en jeu. Julius Macpherson arrive maintenant à quelques milles marins de la côte sud d'Oban. Des drones survolent depuis un certain temps. Il sait qu'il est cuit. À mesure que le ponton se rapproche, la peur l'envahit. La peur, mais aussi le sentiment d'une délivrance proche. Il a mené à bien sa mission pour ses amis Arba et Ramishim. Julius n'attend plus rien de la vie désormais. Il regarde la mer autour de lui, avec une lueur inhabituelle dans le regard. Ses yeux marrons se parent soudain d'un bleu-vert ondoyant. Il ne sait pas nager. Comme tous les vieux pêcheurs, il n'a jamais appris. Julius ne plonge jamais que ses yeux dans l'océan. La quête d'une pêche miraculeuse l'a fait monter dès l'aube sur le pont tous les jours de sa vie de marin-pêcheur. La mer, il la respecte tellement qu'il ne la pénétrera entièrement qu'au tout dernier moment. Le ponton se rapproche dangereusement maintenant. Julius peut distinguer vaguement les silhouettes des chimères qui s'agitent. Il saisit ses jumelles et scrute attentivement la scène sur le ponton. Il voit d'abord le maître chimère, un costaud qui éructe ses ordres aux chimères dont il tient les brides. Les créatures semblent déchaînées et très énervées, les unes à 4 pattes et les autres dressées sur leurs 2 pattes arrière. Elles n'ont pas mangé depuis 2 jours. Le maître chimère arrive tout juste à les contenir. Les chimères bavent et se cabrent sous le joug de leur maître. C'est un spectacle tellement terrifiant que Julius en lâche ses jumelles, qui glissent vers l'arrière du pont. Après un moment d'affolement, il reprend courage et détermination. Le vieux pêcheur pousse le moteur à plein régime. Il met le cap tout droit sur le ponton et bloque le gouvernail avec un balai. Il donne un dernier long coup de sirène, puis sans réfléchir, franchit le parapet tribord d'un pas étonnamment alerte. Il a tout juste le temps de voir son bateau s'éloigner, avant de sombrer corps et âme. Seule sa casquette de marin flotte désormais au gré des vagues. De profundis. La soupe avalée après avoir longuement parlé avec Franck, Esrim et Sheva s'allongent sur leur paillasse. L'ombre d'une flamme gigote sur le mur d'en face. Il reste un moment sur le dos à rêvasser. Sheva prend la main d'Esrim et la serre fort comme pour le rassurer. Elle le sait nerveux et inquiet. Elle n'a pas peur, bien au contraire. Elle est persuadée d'avoir pris la bonne décision sans savoir exactement pourquoi, comme si elle cherchait à se libérer totalement. Ce monde n'est pas meilleur que le sien. Une 3e voie se présente à eux. Pourquoi pas ici et maintenant dans cette jungle avec lui, l'homme qu'elle aime. Oui, désormais, elle est sûre de ses sentiments. Là, se sent assez de courage pour affronter la nature et la dompter. À eux deux, ils ont plein de ressources. Ils sont jeunes et vaillants.
Sheva pense que le projet d'Arba et Ramishim est certainement un projet bizarre, voire dangereux, même si elle ignore tout de la nature de celui-ci. Ces gens-là ne sont pas d'honnêtes personnes. Ils l'ont manipulé sans vergogne comme une vulgaire marionnette. Elle pense aussi que ce projet serait probablement un asservissement technologique de plus, dans lequel Esrim et elle se perdraient, alors que dans le No Man's Land, ils pourraient vivre simplement et naturellement, peut-être même fonder une famille, qui sait. Le paradis réside désormais dans un havre d'harmonie perdu au milieu de l'enfer, se dit-elle. Frank paraît heureux de sa vie simple et agreste. Pourquoi a-t-il éprouvé le besoin de revenir aux fondamentaux? Parce que la civilisation conduit tôt ou tard toujours au désastre. Certes, mais le bon sauvage n'a-t-il jamais existé? L'être humain peut être aussi malsain en vivant dans la nature. Alors de quels fondamentaux a-t-il besoin pour se construire un avenir? L'homme a tout approuvé dès sa naissance. Il se doit d'acquérir la sagesse, de cultiver la bienveillance pour autrui et de faire grandir l'amour qui est en lui pour en donner aux autres. Dans le cas contraire, il participera à la déliquescence générale du monde. Ainsi se suicident les civilisations par une somme négative de tous les renoncements individuels aux valeurs qui élèvent et par voie de conséquence à un renoncement au bien public. Esrim tire Sheva de sa rêverie. Il lui chuchote. « Ma chérie, j'ai une idée. Frank a bien dit qu'il est venu ici avec son aircar. Peut-être pourrions-nous le réutiliser? Tu parles. Il doit être en sale état, laissé à l'abandon dans cette forêt humide. Ou alors il l'a détruit pour ne pas être tenté par un retour. Bon, mon chéri, nous devons dormir maintenant. Il faut profiter tant que nous sommes en sécurité. Tu as raison. On verra ça demain avec lui. » Esrim embrasse Sheva tendrement. Il suffoque à demi en respirant l'air malsain de cet habitat souterrain. Dans leur alcôve, l'impression d'étouffement est encore plus prégnante, et leur sommeil en est perturbé. La digestion difficile de la soupe ajoute à leur malaise. Sheva, à demi consciente, entend un bruit de pas. Elle tourne la tête mécaniquement et perçoit vaguement la silhouette de Frank. Il semble la regarder fixement, bien qu'elle ne voie pas ses yeux dans la pénombre. Frank reste un moment à la contempler, puis il s'éloigne lentement. Il n'a pas vu de femme depuis longtemps. Fatigue a le dessus sur la vigilance de Sheva qui s'endort. Au petit matin, Frank les réveille. Il leur indique que le moment est favorable pour partir. Esrim insiste auprès de Frank. « Tu as conservé ton aircar, pas vrai? »« Non, ça me servira à quoi ici? Je l'ai abandonné. Il est quelque part dans la forêt. Je ne sais même plus où. D'ailleurs, il faudrait qu'il fonctionne encore. Et puis, sans aucun réseau, ici c'est en pilotage autonome. Je connais la procédure, je t'en prie. Nous en avons absolument besoin pour rejoindre nos amis. » Esrim regarde Frank droit dans les yeux. « Frank, il faut que tu nous aides encore, car sinon, nous aurons très peu de chances de nous en sortir. Si pour toi l'aircar n'est plus d'aucune utilité, pour nous, il est essentiel. Je t'en supplie. » Frank hésite un bon moment. « Venez, on va essayer de le retrouver, mais je ne vous garantis rien, et surtout pas qu'il soit en état. » « Merci Frank, tu es quelqu'un de bien. » Ils se dirigent tous les trois vers la sortie. En haut de l'escalier, Frank déplace la dalle à l'aide d'un mécanisme très précis et inspecte la forêt autour de lui. Il écoute attentivement le moindre bruit, fait signe de sortir puis referme la dalle derrière lui. Les trois s'enfoncent alors dans un dédale de verdure. Frank ouvre le chemin muni d'une machette. Il y a peu d'endroits où l'on peut passer aisément. Il s'arrête souvent pour changer de direction. Il n'a pas l'air de savoir vraiment vers où il doit se diriger. Sheva intervient. « Tu as l'air perdu, non? Voyons voir. Quel était mon repère? Ah oui, cet arbre là-bas. Il me semble que c'est lui. Après, il faut continuer tout droit jusqu'à ce kauri, un peu particulier. » « Un kauri? » »« Oui, c'est un arbre géant. » Ils continuent leur chemin au milieu de hautes fougères vers le pied du kauri. « C'est là, je reconnais l'endroit maintenant. Où se cache-t-il? » Frank redouble de travail avec sa machette. Il fouine en tâtonnant le bras droit tendu à travers les branchages, les arbustes et les baies sauvages. « Il est là !» Il se retourne vers Esrim. « Et dire que c'était une grande clairière lorsque j'ai atterri ici. Cela va prendre du temps pour le dégager. Il faut s'y mettre tous les trois.